urbain, c'est comme si tout le monde fait le commerce au Sénégal. En milieu rural, c'est l'agriculture qui domine. Sa contribution ne baisse que légèrement. Quand vous regardez l'évolution du secteur informel de 1980 à maintenant, c'est passé de 46,8% du PIB en 1980 à 44%, 43,9% en 2002. La réduction est très faible. Et l'économie également est, selon les diagnostics, insuffisamment industrialisée. L'industrie est peu développée, le poids est presque constant, en deçà de 25% du PIB. On passe d'une économie primaire à une économie tertiaire. Vous verrez que le tertiaire est trop lourd, le primaire est un peu faible, le secondaire qui polarise l'industrie est à environ 1/4%. L'investissement également a été évalué peu productif. Quand on regarde l'ICOR qui mesure un peu l'efficacité de l'investissement, c'est égal à 5. Au moment où certains pays font 2, 3, plus c'est faible, plus l'investissement est productif. En termes de croissance, juste pour aller un peu plus vite, sur les 10 dernières années, la croissance a été de 5,3%. Certes élevée, mais encore insuffisante au regard des défis, principalement tirés par les extractifs, les services financiers et la construction. Et il a été réparti de cette façon-là en matière de structure du PIB. Le secteur primaire concentre 16%, avec une occupation de la population de 47%. Le secteur secondaire concentre environ 26% du PIB, reflétant la faiblesse du tissu industriel. Le secteur tertiaire, plus de 58% du PIB, comme je le disais tout à l'heure, concentre l'essentiel de l'informel dans le commerce et dominé par l'immobilier, le transport, les services financiers, l'éducation, l'information et la communication. Et le défi, c'est l'informalité et l'adressage numérique qui est encore à adresser. Dans le domaine du financement, qui est, si je comprends bien, l'activité qui nous réunit ici aujourd'hui, ce que l'on pourrait retenir est que l'épargne intérieure est faible. Quand on regarde l'économie sénégalaise, l'épargne intérieure est inférieure à 20% du PIB. Bon, cela s'explique essentiellement par le fait que le taux de dépendance dans nos sociétés, dans nos familles, c'est très élevé. Il est de 75,2% en 2023. Ça veut dire que 25% environ soutiennent les 75% qui restent, y compris eux-mêmes. La faiblesse de la profondeur du marché financier également est un élément à relever. Nous avons une masse monétaire rapportée au PIB d'environ 52%, contre plus de 100% pour certains pays. Par exemple, les pays d'Asie du Sud-Est. Ils dépassent 100% en termes de ratio, masse monétaire rapportée au PIB. Un autre élément important à relever, c'est l'étroitesse de l'assiette fiscale, l'assiette des contribuables. Et étroit en raison de la persistance, je le disais tout à l'heure, du secteur informel, qui ne milite pas en faveur à une mobilisation, en tout cas au niveau que nous souhaitons, des ressources internes. Je rappelle qu'à fin 2022, la part de l'informel dans l'économie tourne autour de 44%, exactement 43,9% à fin 2022. Si nous rapportons la valeur ajoutée du secteur informel à la richesse totale créée, nous sommes à environ 44%. Dans le domaine spécifiquement du financement bancaire, la faiblesse des ressources dites longues constitue également une contrainte majeure auquel nos économies, au sein de l'UEMOA de façon générale et au Sénégal en particulier, font face. À titre d'illustration, en moyenne sur la période 2018-2022, et selon le rapport sur les conditions de banque dans l'UEMOA publié en 2022, au titre de l'année 2022, la proportion des dépôts à terme, à moyen et long terme,
ne représente que 11,2% du total des dépôts à terme. Seuls 11,2% constituent ce que l'on pourrait appeler ressources longues, en tout cas selon leur définition. Quand on regarde du côté des crédits similaires, à savoir les crédits au-delà de 5 ans et plus de 10 ans, mis en place sur la même période, à savoir 2018-2022, la proportion est encore plus faible, 9,7%. Les crédits mis en place de durée supérieure à 5 ans, voire et même plus de 10 ans, ne représentent que 9,7% des crédits totaux. Toujours selon le rapport sur les conditions de banque dans l'UEMOA. Ce qui témoigne encore une fois de la faiblesse des ressources longues. Ce qui a été évoqué, je pense, longuement ce matin par les présentateurs. Une autre illustration de taille est la faiblesse des crédits à l'économie relativement, par exemple, au Maroc. Ça, j'ai dit bien relativement parce que 35% du PIB paraît appréciable, mais c'est loin inférieur aux chiffres que nous constatons, encore une fois, dans les pays d'Asie de l'Ouest et au Maroc, qui avoisinent 90%, les crédits à l'économie. Bon, on va aller un peu plus vite. Et toujours du côté du financement, qui est très limité, l'épargne domestique est très faible, 17%. Crédit à court terme dominant, 56%. Ça, c'est les crédits à court terme. Au même moment, la bancarisation est encore faible, 19%, malgré un réseau bancaire quand même qui se densifie. Il y a des efforts, mais toujours comparé aux pays similaires, parfois même à revenus similaires, on voit que c'est faible. Heureusement, il y a les transferts des migrants, je ne sais pas si c'est une performance ou pas, une hausse de 67% entre 2016 et 2021, environ 1420 milliards, principalement utilisés pour la consommation finale et les projets immobiliers. Et le poids élevé des transferts de fonds dans l'UEMOA, surpassant les pays comme le Ghana. À ces contraintes internes pourraient s'ajouter les difficultés de mobilisation des financements au niveau international. Et ce type de financement, de plus en plus, traditionnellement porté essentiellement sur l'aide publique au développement, la dette publique extérieure, l'IDE, qui est encore faible dans nos pays, même si on constate une augmentation ces dernières années. Donc ces trois canaux de financement traditionnels, en tout cas le constat général au niveau international, c'est que ces canaux commencent à connaître les limites, d'où la nécessité de se focaliser encore sur les marchés intérieurs et l'économie intérieure. Et cela entraîne globalement, tout ce que je viens de dire, un écart important entre nos revenus, à savoir le revenu national disponible brut et l'absorption intérieure constituée de la consommation et de l'investissement. Et c'est cet écart-là qui mesure macroéconomiquement l'exposition d'un pays à l'extérieur. Donc par rapport à la souveraineté dont on parle, il va falloir vraiment que cet écart-là soit réduit de façon significative. Il est plus connu sous le nom de compte courant, mais je pense que si je le dis comme ça, davantage de participants vont comprendre. C'est l'écart entre le revenu national disponible brut et l'absorption intérieure composée de la consommation et de l'investissement. Et en même temps, c'est l'écart entre l'investissement et l'épargne. Donc notre épargne est très insuffisante si je prends le territoire économique par rapport à nos investissements. Donc, fort de ce constat, je pense que la CDC, en tant qu'investisseur institutionnel, constitue un pilier important pour résorber, en tout cas faire partie des entités qui vont aider à résorber ce gap-là dans un contexte de souveraineté économique. Encore une fois, dont l'indicateur essentiel, qui est, si vous voulez, la motivation technique de tout ce qu'on avait connu à l'époque par ajustement structurel, soit vraiment significativement résorbé. Plus ce gap qui constitue en d'autres termes le déficit du compte courant est élevé, plus notre pays est exposé à l'extérieur, plus notre pays est vulnérable et va devoir dépendre de l'extérieur pour faire face à ses besoins de consommation et d'investissement. Je pense que le schéma, je suis en train de terminer, c'est la dernière phrase. Nous voulons la bonne nouvelle. Je pense que le schéma que la caisse CDC va proposer
en termes de recherche, de financement innovant, de développement de ces techniques de financement pour surtout financer les territoires à travers le secteur privé, va davantage soulager à la fois les finances publiques pour contribuer à la réduction du déficit, mais contribuer globalement à la réduction du gap qui est posé par le compte courant et qui est structurellement déficitaire de 1960 à maintenant. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci la CDC, merci DG de nous avoir associés à cet exercice-là. Et nous espérons que ces éléments d'éclairage au niveau macro vont aider à enrichir les débats au niveau des panels. Merci beaucoup. Très certainement. Merci beaucoup. Le ministère de l'économie est notre maître à, on va dire, à penser du point de vue cadrage économique. Et vous marquez votre disponibilité à accompagner la CDC et toutes les initiatives. Merci beaucoup, très chers panélistes de très haut niveau. Nous sommes très honorés de vous recevoir cet après-midi dans le cadre des échanges sur la souveraineté nationale. Le cadrage macroéconomique nous a montré les gaps à combler. La CDC est très volontariste. La CDC ne peut compter que sur les ressources intérieures et la CDC appelle à la mutualisation. D'où la thématique « Ensemble, mobilisons les ressources pour la souveraineté nationale ». Le panel est modéré par M. Cheikh Tidiane Diop, inspecteur principal du Trésor, directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Et également, connaît très bien la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'il a été commissaire surveillant. Merci beaucoup de prendre votre temps. Nous savons qu'une mission très importante de la FMI vous attend. Et vous voyez également comment toutes les forces vives du Sénégal se mobilisent pour rationaliser déjà, mais surtout orienter les ressources sur des investissements stratégiques. À côté de vous, Madame Fatma Remesfal, qui est la directrice générale de la Banque agricole. Merci Madame d'être avec nous cet après-midi, nous sommes très honorés. Nous avons Monsieur Alunka, président honoraire de la Chambre des notaires du Sénégal, notaire, on va dire premier même partenaire de la Caisse des dépôts et consignations, partenaire historique. Nous vous remercions vivement. Vous avez toujours été, au-delà des relations techniques professionnelles, un ambassadeur de la Caisse des dépôts et consignations. Nous vous remercions. Nous avons M. Cheikh Déthié Laossek, qui est notre secrétaire général, et qui va également donner la position de la Caisse des dépôts et consignations. Je vais m'en arrêter là, M. Diop. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci bien, madame. Bonjour à toute l'assistance. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier monsieur le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation et l'ensemble de ses collaborateurs pour l'insigne honneur qu'ils m'ont fait de m'inviter pour modérer ce panel. Je me réjouis d'être là, vous l'avez dit, madame, parce que j'étais là au démarrage de l'aventure. Et je suis heureux de voir que je ne suis pas seul. Je reconnais un ancien commissaire surveillant avec qui nous avons démarré cette aventure qui a fait du chemin. Notre caisse de dépôt, je dirais, est une caisse de dépôt qui est jeune. Créée en 2006 par la loi 2006 du 3 janvier 2006. Comparativement à d'autres caisses de dépôt sœurs, je prendrai en référence la caisse de dépôt de la France, qui a été créée en 1816 après la chute de Napoléon, pour juguler une crise financière qui sévissait en France. Donc nous sommes relativement jeunes, mais cela n'empêche que notre caisse de dépôt aujourd'hui est devenue une réalité institutionnelle au cœur du financement des politiques publiques. Il n'en demeure pas moins que des difficultés subsistent
Et je pense que c'est ça tout le sens qu'il faut donner à cet atelier. Réfléchir sur le cadre juridique, les évolutions à lui apporter, quelles ressources pour la caisse de dépôt, et également quelles sont les contraintes par rapport à la mobilisation de ces ressources, et fixer ensemble les perspectives pour dégager au sortir des travaux une feuille de route qui permettrait à la caisse de dépôt, en tant que tiers de confiance, de véritablement accomplir la mission confiée à elle par les autorités. Je me réjouis d'avoir autour de moi de brillants cadres que j'ai l'avantage pour certains de connaître, et je suis sûr qu'au regard de la qualité des panélistes et au regard de la qualité des assistants aujourd'hui dans notre auditoire, nous aurons de riches échanges desquels sortiront des pistes à explorer par la direction de la Caisse pour mieux accomplir ses missions et les optimiser pour le financement des politiques publiques. Le thème qui nous réjouit, c'est ensemble mobilisons les ressources pour la souveraineté. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par John, le directeur de la prévision et des études économiques, mais en tant que directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, je pense que c'est un thème qui est actuel, c'est un thème qui est opportun. De plus en plus, les marchés extérieurs sont fermés à nos économies. Donc, il faut un revirement vers la mobilisation des ressources domestiques pour financer de manière stable et de manière pérenne nos politiques publiques. Et à ce titre, c'est tout le sens que je voudrais donner à nos échanges, à cet atelier, avant de passer la parole aux panélistes pour que chacun puisse, suivant les points d'attaque qui lui sont en tout cas agréés, intervenir. Je vous remercie et avec votre permission, sans aucun formalisme, je passe la parole à Madame Dieye, DG de la Caisse de la Banque agricole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, le directeur du Trésor. Je remercie spécialement le directeur général de la CDC et le félicite pour cette initiative d'organiser un atelier de si haut niveau et qui recoupe vraiment les préoccupations de l'État en rapport avec les directives fixées par les autorités. Je vous remercie également de nous avoir associés à cet atelier sur le thème « Ensemble, mobilisons les ressources pour une souveraineté ». En tant que directeur général de la Banque agricole, la question de la souveraineté économique du pays nous interpelle à plus d'un titre. Parce que cette souveraineté économique passera naturellement par une souveraineté alimentaire.